Bonsoir les amis, c'est la 6e émission Rêve de jeu. C'est l'occasion pour moi de vous parler ce soir en présence de quelques amis d'un événement qui tient une place particulière dans mon cœur. Il s'agit du Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde. C'est un festival qui existe depuis 12 ans. C'est un festival qui a lieu à Lambesc à la mi-octobre ou juste avant, quand le week-end tombe un peu, le second week-end tombe un peu en avance. Et en fait, autour de la médiathèque de Lambesc, une rencontre de littérature jeunesse et souvent, presque toujours, de littérature fantasy, mais pas que, s'organise pour clôturer une démarche qui commence dès la rentrée de septembre. Cette démarche qui commence à la rentrée de septembre, c'est la présence et l'intervention d'auteurs jeunesse dans des salles de classe. Alors, il y a tout un tas d'autres choses qui se passent, évidemment, parce que sur un mois et demi, il y a le temps de faire un certain nombre de choses. Et tout ça est célébré lors d'un week-end au mois d'octobre, et qui porte le titre, par un événement qui porte le titre de la manœuvre complète, le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde. Pour vous parler de cet événement, pour vous rappeler cet événement si vous êtes déjà venu participer en tant que visiteur, avec moi ce soir, 2 magiciens. Ah si, deux magiciens. Enfin, alors, après, magicien, c'est un terme, comment dire, c'est un peu comme un titre de championnat, c'est contesté. Hein, voilà. Donc, ils sont magiciens à leur façon. Il y en a un qui fait de la magie avec les sons, et puis il y en a un qui fait de la magie avec les couleurs. Voilà. Et je trouve que les rassembler pour vous parler de ce festival sur lequel ils interviennent tous les deux ce soir, c'était plutôt une bonne idée. Pas d'auteur avec nous, mais nous allons vous parler d'eux, parce que pour un certain nombre, ils sont nos amis, et pour un certain nombre, ils nous fascinent, et ils sont notre première motivation à participer au festival. Et pour vous parler de tout ça, donc, je vous demande d'accueillir avec moi Vincent. Ah, attends, je te rends ta voix. On commence. Salut. Bonsoir. Salut Vincent, pardon. Magicien du son, je ne suis pas au niveau encore. Hein, voilà. Et Stanou, que vous connaissez sous le pseudonyme de Blue Millennium. Bonsoir les amis. Bonsoir Stanou. Voilà, je ne vais pas faire la bêtise 2 fois d'affilée. Donc, merci beaucoup d'être avec moi ce soir pour que l'on discute donc du Festival de l'Imaginaire. Écoutez, les amis, c'est très simple, hein, on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet, mais vous le savez, vous avez déjà, c'est à nous, participé à l'émission, Vincent sans doute regardé des émissions précédentes. On commence toujours par une question traditionnelle, puisqu'au départ, Rêve de jeu parle de jeu de rôle. Au fait, est-ce que vous êtes rôliste? À quoi vous jouez? Mais surtout, comment avez-vous commencé? Vincent, à toi l'honneur. Je suis GT rôliste. Comme beaucoup de gens de mon âge, je n'ai plus beaucoup le temps de jouer, voire plus du tout. Mais oui, j'ai été rôliste pendant pas mal d'années. J'ai commencé au collège avec le merveilleux jeu de comment ça s'appelait, L'Œil Noir. Ah oui, L'Œil Noir. Ça, oui. Voilà. Qui m'a fait découvrir, peut-être pas forcément par la grande porte, l'univers du jeu de rôle. Et puis ensuite, j'ai attendu gentiment mes études supérieures pour rejoindre un groupe de vrais joueurs où on a joué à des vrais jeux comme l'Appel de Cthulhu. C'est arrivé au meilleur de s'arrêter entre la première expérience et l'université. L'Appel de Cthulhu, donc. Et l'Appel de Cthulhu, on a fait que je dise pas de bêtises, du Warhammer. Ouais, c'était l'époque. Voilà. Moi, je masterisais Écrime. Ah, bien, d'accord. Oui. C'est rare. Ça c'est rare. Il y a même des gens qui ne savent pas de quel jeu il s'agit. Donc, non, ça, je pense. Et d'ailleurs, pour dire si je ne suis pas rôliste, alors que je suis extrêmement fan de l'univers. D'ailleurs, je crois que j'en ai là. Oh, il a tout prévu. Voilà.
Alors, voilà, les gaboris de la grande époque. Et je n'ai pas la nouvelle édition, je n'ai pas la réédition des crimes. Il faudra que je me l'offre, un de ces quatre. Bon, Mais, alors, on va passer le message à tous les amis de Vincent. Hein, vous savez, donc, éventuellement, comment lui faire plaisir. Hein, voilà. Donc, avec la nouvelle édition des crimes. et juste pour finir là-dessus, c'est le jeu de rôle qui m'a bizarrement conduit à l'écriture proprement dite, puisque c'est un scénario pour écrime qui n'a jamais pu être joué, qui s'est transformé en première longue nouvelle, et qui m'a fait dire, finalement, et pourquoi pas. Je peux écrire pour le jeu de rôle, je peux écrire pour raconter des histoires d'une manière générale. D'accord. C'est à nous, des souvenirs de rôlistes? Oui, alors effectivement, moi aussi, c'était les jeux dont on est le héros. Donc, l'œil noir, loup solitaire, tout ça. Voilà, loup solitaire. Et aussi, la première édition de Donjons et Dragons, qui est d'ailleurs dans le générique, exactement celle-là. Et moi, venant du Sud, voilà, c'est ça, exactement. Moi, venant du Sud, du Sud-Ouest, arrivant dans la région parisienne, c'est grâce à ça aussi que j'ai fait des rencontres. Donc, pour ceux qui verront l'époque, je n'en dis pas plus, mais du coup, ça m'a permis de faire des nouvelles connaissances. Après, moi, c'est vraiment le côté illustration, l'imaginaire qui m'a plus interpellé que le texte en lui-même. C'est vraiment l'ambiance, voilà. La visualisation qui va avec. La visualisation, ouais. C'est ça. Oui, parce que pour faire un petit rappel, le principe du jeu de rôle, c'est quelque chose qui remet, qui a complètement dépoussiéré et modernisé le principe du conte collectif. Alors, le conte, c'est pas forcément collectif dans l'imaginaire collectif, et pourtant, dès le départ, c'est pensé comme un exercice collectif. Et du coup, il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là. Tu parles de ça, d'ailleurs, excusez-moi, juste comme tu parles des contes, il y a un jeu de plateau, alors je ne me rappelle plus du tout du nom, mais qui était sur les contes des Mille et une nuits, les Scheherazade, Djinn et tout ça. Ça m'avait aussi fasciné, puisque forcément… Jeu de plateau. Oui, c'était un jeu de plateau avec des cartes aussi. Donc, il faudra faire des recherches. Mais comme tu en as parlé, ça m'est… me voilà. Avec un défi, retrouver un jeu de plateau, donc quelque chose d'orientalisant. Voilà, et du coup, ça me parlait avec mes origines indiennes, puisque, bon, voilà, les Mille et une nuits. Et du coup, il y avait ça aussi. D'accord. Et ça, je me rappelle de longues nuits de Saint-Sylvestre en train de jouer à ça, donc ça marque, entre autres choses. Avant qu'on aborde la question qui nous rassemble ce soir, au fait, dans la vie, vous faites quoi, les amis? Vincent? Alors moi, c'est assez rigolo parce que je suis invité comme étant magicien du son, podcasteur, créateur de fiction sonore, et en fait, je suis dans l'image. Je suis vidéaste, je suis graphiste, je suis motion designer et je suis formateur dans les métiers de l'image numérique. Voilà. On apprend tous les jours, même sur ses propres invités. Joël, fais tes devoirs la prochaine fois. Donc, le son et l'image. Voilà. C'est-à-dire que dans mon métier, le son est plutôt le parent pauvre, puisque je fais de l'animation graphique, en fait. Et du coup, par frustration, je me suis mis au son et je me suis mis à faire du podcast, et je trouve le format génial. Et donc, voilà, je fais les deux maintenant. Waouh, bon. L'un un peu plus professionnellement que l'autre. Ouais, d'accord. Ok. Pour l'instant. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu fais du son pour le plaisir. C'est chouette. Je fais tout ce que je fais, je le fais d'abord pour le plaisir. C'est à nous? Alors, bon, je suis illustrateur et aussi je suis dans la formation d'arts martiaux et de yoga. Ah, d'accord. Bon, très bien. Je suis avec deux maîtres ce soir, donc
Donc les amis, voilà, c'est un sacré florilège, hein, c'est beaucoup de compétences et de passions qui se recoupent en fait. Et du coup, bon, ben, on va commencer, on va finalement parler du Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix. Alors, mais qu'est-ce que vous faites sur le Festival de l'Imaginaire en fait? Donc, parce que moi j'ai mis beaucoup d'emphase, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous faites pour le Festival de l'Imaginaire, Vincent? Alors moi, je fais 3 choses. Avant le festival, en collaboration avec un auteur, Georges Fauveau, nous préparons à l'écrit et ensuite je réalise une série de podcasts de fiction audio. On en avait fait 16 l'année dernière. Là, on en fait Oui, 8. d'accord. Et donc 8 portraits. Le thème du festival cette année étant improbable destinée, on a Oui, décidé de raconter 8 histoires, 8 destinées improbables. c'est probable, d'accord. Et on réalise aussi un feuilleton en 4 épisodes, une fiction beaucoup moins courte, une moyenne fiction en 4 épisodes. Donc ça, c'est pour annoncer le festival. Ça va être diffusé sur la page Facebook du festival avant son ouverture. Sur le festival, je vais réaliser quelques interviews, comme l'année dernière. Et je vais aussi animer cette année, c'est une première, un atelier de création de fiction sonore D'accord. pour les gens qui voudront. Et après le festival, je vais donc monter et poster les interviews qu'on aura réalisées sur place. Voilà, Voilà, ce que tu as déjà fait d'ailleurs pour celui de l'année dernière. voilà, c'est ça. D'accord. J'ai ouï dire que c'était un sacré travail, surtout quand tu avais eu des interlocuteurs qui parlaient vraiment beaucoup. Donc, mea culpa, mea maxima culpa. D'ailleurs, c'est super intéressant. Pardon, je coupe, parce que c'était en feuille. Chaque émission est pré-découpée pour être diffusée chaque jour. Et à la fin de la semaine, il y a l'épisode complet. Donc, en fait, c'est pas une seule émission. C'est 4 ou 5 podcasts qui doivent être réunis en un seul. Donc, c'est un travail de fou, quoi. Oui, je confirme. Je confirme, il n'y a pas juste la captation, l'interview. Non, il y a aussi tout ce qui suit pour le remontage et réussir à le faire rentrer dans le format. Non, c'est titanesque. C'est très Du coup, sympa à faire. je- puisque tu fais tout ce que tu fais pour le plaisir, n'est-ce pas? Donc, Donc, c'est très sympa à faire parce que les gens me racontaient des choses absolument chouettes et intéressantes. donc, et Stano, du coup, qu'est-ce que tu fais sur le festival? Alors, l'année dernière, je présentais des portraits d'écrivains et leurs créations. Et cette année, si tout va bien, on présentera aussi quelque chose autour de ce thème. Et je serai avec la Nef des Premiers Hommes pour présenter le second tome des Horribles, Carnet en craie. Voilà. Donc, Carnet en craie, je montre rapidement. Voilà. Dossier K, c'était l'année dernière. Hop, celui-là. Et là, c'est Carnet en craie. Ouais, et puis, voilà, il brille beaucoup, Dossier K. Voilà, impeccable. Voilà, magnifique. Voilà, superbe. Donc, Voilà, comme ça, c'est mieux. roman graphique que tu commets avec un illustre inconnu. Et voilà, peu fréquentable et dont on ne parlera pas plus que ça. Donc, Voilà. et Et donc, on présente ce livre, puisque l'année dernière, il y a eu quand même une sacrée aventure, n'est-ce pas? Donc, on le présentera bien cette année. Plus d'autres écrits si on y arrive bien. Et avec la Nef des Premiers Hommes, nous aurons donc des activités, des animations avec les participants qui viendront donc au festival, les personnes qui viendront visiter le festival. Je participerai aussi à la conférence table ronde sur le thème du festival. D'accord. Qui a lieu, je ne me rappelle plus par contre, je suis désolé, je crois que c'est samedi après-midi. Voilà. D'accord. On vérifiera, on est des pistonnés, on a le programme. Donc, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Voilà, chacun son tour. Voilà, donc alors pour en parler
avec un peu d'images, en profitant un petit peu de ce à quoi ça doit ressembler. Donc, tac, tac, et je vais enlever le logo du milieu. Voilà. Donc, voici donc Très l'affiche. très belle affiche de Thibault Langlumet, Voilà. magnifique. Une affiche de Thibault Langlumet sur le thème de l'improbable destinée. On y trouve des références élémentaires, on y trouve des livres, on y trouve un bateau, on y trouve une vague, mais qui est en fait une méduse. Vraiment, il y a quelque chose d'assez puissant et de très évocatoire. Ouais, c'est une superbe affiche pour cette année. Alors, Thibault Langlumet, qui d'ailleurs sera aussi sur le festival. Justement, donc, on en était là, ici. Oh, c'est tout flou. Pourquoi c'est tout flou? Ah, c'est mieux. C'est mieux. Alors, je vais tâcher de vous agrandir ça un petit peu. Hop, 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 hop. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Alors, donc nous avons une liste d'auteurs et d'invités qui fait frémir. Moi, ah non, mais elle fait frémir dans le sens où moi, je suis très impressionné de participer à un événement sur lequel on trouve des gens comme Philippe Oribeau, Cécile Duquesne, Jean-Luc Bizien. Alors, pour le présenter un petit peu, alors moi, je dis vite beaucoup trop de bien de Jean-Luc Bizien, mais par exemple, il faut que je dise absolument quelque chose qui est en lien avec le jeu de rôle. C'est quand même que Jean-Luc Bizien, il est l'auteur, le co-auteur, mais l'auteur principal de Hurlement. Et Hurlement, c'est un jeu dans lequel on incarne des lycanthropes qui a précédé tous les autres jeux dans lesquels on incarne des créatures fantastiques, dans la mesure, en tout cas en France, dans la mesure où il est sorti en 1989. Donc, il a eu 30 ans l'année dernière. Comme je le disais à peine lors de la précédente émission, il se murmure entre lycanthropes de la première époque que peut-être une édition des 30 ans qui a presque réussi à sauter sur la bonne année serait en préparation. Si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller faire un petit tour au festival. Voilà, en plus, ce qu'il y a de bien des auteurs. Avec le festival, c'est que vous aurez Jean-Luc Bizien en face à face et vous pourrez lui demander des nouvelles parce que quand c'est moi qui le fais, il commence à être agacé parce que je le fais trop souvent. Voilà. Donc, si vous pouvez le faire pour moi, ça m'intéresse. Voilà. Dans les souvenirs de vieux rôlistes, je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de jouer à Hurlement, mais je sais qu'à l'époque où nous on jouait, il avait une sacrée réputation. Oui. On en parlait beaucoup. En fait, c'est un jeu qui a eu son aura de mystère aussi parce que il a déjà pour l'époque, la boîte était super classieuse. Elle était assemblée à la main parce que bon, 89, on est encore difficilement rentré dans l'ère du numérique. Hein, on n'y est pas du tout en fait. Hein. Donc, du coup, tout est en analogique et tout se fait à la main. Excusez-moi les amis, est-ce que chez l'un d'entre vous, il y a quelque chose, une chaîne allumée ou quelque chose? Parce que j'ai un bruit de fond et j'entends quelque chose. Je suis... Non, j'ai tout. Non, c'est bizarre, c'est étrange. Vous avez rien? Bon, alors c'est... Je ne sais pas. Et donc, c'est pour la qualité de l'émission. En fait, Hurlement, il y a eu un certain nombre d'extensions, mais ça a duré tout au plus une dizaine d'années. En fait, il y avait peu d'exemplaires du jeu et les gens qui y jouaient, au bout d'un moment, c'est comme c'est un jeu à mystère, au bout d'un moment, quand la révélation a eu lieu, en fait, on est en quelque sorte obligé d'arrêter de jouer ou on est obligé de devenir soi-même un conteur et donc de prendre la place
donc du grand veneur et d'emmener la caravane dans le conte à sa place en quelque sorte. Donc c'était pour revenir à cette histoire de conte traditionnel, on était très proche du conte traditionnel avec cet univers-là, et il y avait toute une on était aussi dans une sorte de roman initiatique joué en fait. Non, vraiment, c'est quelque chose qui a été fondateur. Je sais que je ne parle pas que pour moi quand je prononce le mot fondation à propos de Hurlement. Ouais. Voilà. Donc, Jean-Luc Bizier, alors attendez, qui que ça d'autre qui est là? Hop là, donc, alors Philippe Auribeau en ce moment, c'est le responsable de la version française de RunQuest hein, pour Arcane Asylum que je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est Black Book Edition, c'est une collaboration. Là, qui nous avons? Nous avons Cyril Caro, non, pas de JDR, non. Cécile Duquesne, alors c'est pareil, il y a une rumeur, comme quoi, à partir d'une collaboration avec un certain Étienne Barillet, je dis ça pour les amis de la Nef des Premiers Hommes, qui associent ce nom-là à des univers, qui associent déjà ce nom-là à des univers steampunk. Voilà, avec Étienne Barillet, Cécile Duquesne a commis quelque chose, voilà, qui pourrait, in fine, devenir un jeu de rôle, mais c'est pareil, on en reparlera. Et si effectivement ça doit arriver, on les invitera dans l'émission. Voilà, on a le bonheur en tant qu'édition associative, la Nef des Premiers Hommes d'être accueilli aussi sur le festival pour y présenter notamment, et là je vais revenir en grand à l'écran parce que et pour y présenter notamment notre gazette, voilà, trimestrielle. Hop là, ça c'est une parution un peu spéciale qui date de la première année d'activité littéraire de l'association. Et notre gazette qui nous sert à développer notre propre univers littéraire qui est aussi un univers de jeu. Voilà tout ce qui peut se passer comme rencontre. Vous voyez donc la liste d'auteurs, vous avez du polar, vous avez du jeunesse, vraiment beaucoup de choses. Et le programme est très lourd. C'est un festival qui, pour l'heure, accueille à peu près presque 2000 visiteurs. C'est un tour de force. C'est donc, je le disais en préambule, un festival qui a 12 ans. Si à tel moment vous avez un souvenir sympathique à raconter, vous m'interrompez, hein, les amis. Voilà. On voit aussi que c'est un festival qui ne se passe pas absolument seulement à Lambesc, puisqu'on voit Mérargues, on voit Les Pennes, voilà. On voit Saint-Canard. Donc, on a affaire à une initiative territoriale qui donc s'adresse à chaque fois à un public d'autant plus large. Oui, c'est à nous, je t'écoute. Oui, justement, comme tu parles de ça, il est intéressant de noter que justement la médiathèque et même au-delà de la médiathèque de Lambesc, les partenaires mettent en avant le côté de l'imaginaire avec les enfants. Donc, ils font des activités avec les enfants, que ce soit au collège, au primaire, avec bien sûr la visite des auteurs, mais aussi avec le troisième âge. Donc, en fait, c'est transgénérationnel et il y a des activités aussi avec les seniors. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment à souligner. C'est toutes les générations ensemble. Et il y a des activités, c'est montrer vraiment durant le festival le résultat. Il est montré le résultat des activités et des animations qui ont lieu avant. Donc ça, c'est très, très important et vraiment bravo aux organisateurs parce que depuis 12 ans, réussir à faire ça, c'est un tour de force, comme tu l'as si bien dit. Ah oui, et pour ajouter un petit truc au niveau des enfants, il faut aussi souligner le fait que le festival s'implique énormément avec les scolaires tout le long de l'année et arrive à faire participer des auteurs pendant toute l'année avec plein de classes scolaires. J'en parle très mal, mais... non, mais l'année dernière, il y avait justement le résultat qui a été lu pendant le festival, des nouvelles qui ont été créées par les enfants et qui ont été avec un auteur et des auteurs qui les ont fait travailler. Et après, devant le public, ils ont lu le résultat de leur travail. Donc, en fait, ils ont lu aussi le processus de création. C'était tous des monstres l'année dernière. Oui. Et en même temps,
la notion aussi qu'il y a derrière l'écriture. Et c'était vraiment fabuleux. Donc, c'est à ça que sert ce week-end particulier de clôture, en fait, de toute la démarche du festival. C'est justement montrer les résultats de l'ensemble de ces initiatives qui ont lieu dans des classes depuis la rentrée de septembre. Donc, on voit que l'aventure commence le samedi matin. Nous avons inauguration conférence, nous avons l'école de musique de Lambesc qui donne un concert. Il y a un spectacle le soir donné par notre ami Astier l'illusionniste, donc Astier Industrie au théâtre. C'est un spectacle qui est basé sur un échange permanent avec le public. Si vous pouvez y assister, tâchez d'y être, ça vaut le détour. Dimanche, donc, on remet le couvert. Bon, l'apéro lecture, c'est quand même sympathique comme idée. Boire un coup, lire un bouquin, j'appelle ça un bon moment en général. On voit qu'il y a une participation de tous les âges, toutes les populations de tous les âges au festival. Donc, puisqu'on a défilé des enfants et de résidents de l'EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve à Lambesc, il y a un salon de maquillage qui concerne tout le monde. Il y a des fabrications, des ateliers créatifs. Que vous dire d'autre? Évidemment, il y a des animations. Alors, nous autres, du côté de la nef, on a tendance à mettre les petits plats dans les grands pour le festival de l'imaginaire. On a tendance à vous réserver quelques surprises. Donc, cette année, Improbable Destinée, comment vous dire que c'est un peu l'intégralité de nos scénarios et de ce que nous écrivons qui peut rentrer dans ce thème-là. Donc, on va vous présenter plusieurs choses. On va remettre sur la table, mais surtout, on va remettre en volume devant. Donc, on va déplier sous vos yeux des décors, des personnages, des machines et des petits jeux qui concernent nos deux univers associatifs. L'univers steampunk dont la genèse commence en 1859, qui est une uchronie steampunk qui est d'ailleurs développée grâce à la Gazette par tous les membres de l'association qui décident de participer. Et derrière moi, il y a la carte. Et le Tan du Nadir, qui est un jeu de rôle grandeur nature, à plus de 100 participants, dont le troisième opus a été reporté à l'année prochaine parce que cette année, il est tombé pendant le confinement, et qui parle de l'improbable destinée de la descendance du roi Arthur. En Bretagne. Donc, deux choses complètement différentes, des épreuves pour devenir chevalier, du tir à l'arc avec des flèches sécurisées, des ordalies pour être adoubé, enfin ce genre de choses dans l'univers du Tan du Nadir, et dans le cadre de l'Uchronoctis, des machines à cadavres exquis que certains connaissent déjà, et des nouveautés dont je vais taire pour l'instant la description parce que c'est bien quand même si vous avez quelques surprises. Voilà, il y a aussi notre ami Abby qui se trouve être membre de l'association mais qui tient un stand à titre personnel. Le Graenroth, les conteurs vikings qui étaient là l'année dernière reviennent et vont donc faire du compte interactif aussi. Oui, alors ils ont marqué les esprits. Hein. Voilà, ils sont complètement fous. Ils sont géniaux. C'est excellent, excellent. L'année dernière, ils sont venus pour nous faire plaisir. Cette année, ils reviennent vraiment invités par le festival, voilà, programmés par le festival. Donc, ça devrait dépoter et ça devrait prendre relativement plaire au public, je pense, parce que la dernière fois, les petits et les grands ont été médusés. Et puis avec ça, donc, une expo Sherlock Holmes, tout par le même inénarrable Astier. Et il me semblait qu'il était prévu. Non, ben alors écoutez, on aura peut-être des surprises. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises, mais peut-être que. Improbable destinée. Voilà, c'est le thème. Peut-être qu'un concert improbable supplémentaire aura lieu. On verra. On verra. Mais donc, un week-end très rempli de 10h à 19h, ou pratiquement 19h les deux jours. Même le premier soir, d'ailleurs, un spectacle à 21h.
Comment vous dire, ça va être bel et bon. Ça va être bel et bon. L'année dernière, le spectacle que Astier nous a proposé sur le Japon était d'une poésie et magique, mais dans tous les sens du terme. Il y avait vraiment des étoiles dans les yeux de tout le monde. Et cette année, c'est encore un nouveau spectacle. Donc, à chaque année, il y a toujours un renouveau constant. L'ami Astier n'aime pas tellement se répéter. Et en général, il fait jamais 2 fois le même spectacle au même endroit, en tout cas pour le même festival. Alors, évidemment, quand il se produit en théâtre, d'ailleurs, il se produit dans plusieurs théâtres marseillais et chez tous les directeurs de théâtre qui voudront l'inviter, d'après ce que j'en sais. Donc, on va trouver le moyen de vous indiquer sa page Facebook, lui aussi. L'intégralité du festival reste semblable, reste du même niveau et pourtant se renouvelle absolument, complètement chaque année. C'est très intéressant. C'est très intéressant. On pourrait dire aussi un mot sur les exposants qui vont être là. Par exemple, moi, je pense à notre ami, je vais dire une bêtise, Damien, il vient avec Rétro Univers. Voilà, j'avais Rétro Futur. Et la Forge à Vapeur. Ça sonnait trop générique. Voilà. C'est Rétro Univers et la Forge à Vapeur. Voilà, Rétro Univers et la Forge à Vapeur. Il fabrique des objets steampunk en impression 3D, mais il est très très loin de ne faire que ça. Il y aura notre ami le professeur Black Flame avec ses créations steampunk, ses accessoires de costumes. Il y aura, je vais en oublier parce que je suis même pas sûr de connaître la liste entière. Quoi qu'il en soit, la rêverie, qui est donc la buvette qui nous a régalé l'année dernière, sera là aussi. Oh, ça va être un bon. Oui, hein, c'était bien ça aussi. Ça aussi, c'était bien. Donc, ça va vraiment être un bon moment à nouveau cette année. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On pourrait ajouter que à l'occasion du festival, c'est à nous, puisque tu vas être sur stand, tu vas faire des illustrations en live, des portraits. Bien sûr. Hein? Et puis, mais de toute façon, à chaque fois quand je fais je vais sur les festivals, si quelqu'un vient en tenue, il me commande une illustration, je le fais directement. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, si tu nous montrais un petit peu ce que ça donne pour les quelques égarés qui n'auraient jamais vu ce que tu sais faire. Et pendant ce temps-là, Vincent, il va falloir qu'on occupe les oreilles de nos spectateurs. Donc, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à propos du festival, toi? Que c'est génial, que je suis. Non, mais je le connais depuis des années. Oui. En tant que spectateur, j'y ai été invité une fois, je ne sais plus du tout en quelle année, mais en tant qu'auteur. Pour la sortie d'une anthologie de nouvelles qu'on avait composée avec toujours mon compère Olivier Gechter, qui était une série de 14 textes autour d'un requiem moderne, complètement fou, complètement SF. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, donc je me suis mis au son. Tout simplement parce que j'avais des textes, des textes trop courts qui ne trouvaient pas leur public. Et je me suis dit, puisque personne ne les lit, autant les faire écouter. Donc je me suis mis à les enregistrer, à mettre un peu d'ambiance musicale, un peu de bruitage. Et ça a donné un petit exercice qui est pour l'instant en sommeil. J'ai fait une saison, pour l'instant ça reste comme ça, qui s'appelle Les Contes de la Mansarde. Dont je peux donner le lien en vitesse. Ah, ce serait pas mal, ça. Ouais, tout à fait. Comme quoi, j'ai bien préparé mes devoirs aussi. Et un certain Georges Fauveau est tombé dessus et a dit... On en parle souvent. Je me demande pourquoi. Il doit avoir quelque chose à voir avec ce festival, mais je ne sais pas trop quoi. Voilà, les Contes de la Mansarde, si je ne me suis pas trompé, non, je me suis trompé de lien, pardon, excusez-moi, j'arrête tout de suite. C'est pas sur SoundCloud, je voudrais... Excusez-moi, j'arrête tout de suite. Les aléas du direct. Voilà, c'est bien.
On a le temps, Voilà. les amis, on est entre nous. J'ai retrouvé le bon lien, je vous le mets dans la conversation. Voilà. Et il m'a dit, mais je voudrais la même chose pour le festival. Donc voilà, on est parti sur c'était Tous des monstres l'année dernière, et on est parti tous les deux à écrire chacun nos monstres en audio. On peut écouter soit sur le site la page Facebook du festival. Moi, je ne suis pas très Facebook, donc ça doit être en allant chercher dans les médias ou un truc comme ça. Mais on a depuis créé une page YouTube pour le festival où on peut les retrouver. Alors, là aussi, normalement, j'ai un lien. C'est le Bitly qu'on a préparé, c'est ça? Voilà. Allez, je m'en occupe. Tu t'en occupes, très bien. Je m'en occupe, comme ça tu peux continuer à discuter. Où là, on peut retrouver donc les 15 ou 16 épisodes. Je ne sais plus s'il faut compter le bêtisier ou pas dans le nombre, parce qu'il y a un bêtisier. À ne pas écouter, surtout. Donc podcast à pas écouter, c'est pas mal ça. Non, c'est révolutionnaire. Alors ça c'est autre chose. Le podcast à pas écouter, c'est un autre concept. J'en parlerai un peu plus tard. Non, je parlais juste du bêtisier, où on entend mes affres d'enregistrement. Et donc voilà, le lien est mis. Donc voilà, on a composé chacun 6 ou 8 petites courtes histoires de monstres pour annoncer le festival. D'accord. Mais dis-moi, le nom du compère que tu as prononcé là, tout à l'heure, il se pourrait bien qu'il y ait un truc en préparation avec lui encore, non? Ah, tout à fait, le certain GF. Eh ben, on remet le couvert pour cette année, donc le sujet a changé, ça s'appelle, le thème sera Improbable destinée. Alors ce qui est très très chouette, parce qu'en fait on y met un peu ce qu'on veut. Ça ouvre, je trouve que ça ouvre vraiment les portes de l'imaginaire. Improbable destinée, on peut y mettre vraiment ce qu'on a envie d'y trouver. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait si des gens connus n'avaient pas eu la même destinée que celle qu'on connaît? Donc voilà, on va petit à petit, ça va. Alors, je n'ai plus les dates de parution, mais je peux les retrouver très facilement. Encore une fois, je n'ai pas fait mes devoirs. Heureusement que l'ordinateur, lui, est réactif. De toute façon, quand ça sort, c'est publié sur la page Facebook et la page YouTube. Alors, c'est publié sur la page Facebook et une semaine après sur la page YouTube en écho. Diffusion. Voilà, donc ça commencera début septembre. D'accord, oui, en même temps. Le festival est en octobre, ça commence un mois avant. D'accord. Il y aura une alternance entre les portraits et le fameux feuilleton dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Okay. Le feuilleton étant une fiction complète, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va vraiment raconter une histoire, et contrairement à ce qu'on avait fait l'année dernière où c'était vraiment des fictions très courtes de 1 minute 30 à 2 minutes grand maximum, là on a décidé qu'on allait faire une fiction de 4 fois 6 minutes, 5-6 minutes. Qui va raconter une histoire complète sur 4 épisodes. Par contre, les improbables destinées sont en fait des très courts portraits sur le même format que les monstres qu'on a fait l'année dernière, des séries très courtes. Et tu vois, en fait, on est en train. Waouh! Ça va faire plaisir à quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est un Oscar Wilde. C'est ça. Ouais. Alors, ça va, on l'a reconnu. Je spoil. Oscar Wilde est dans les improbables destinées, les portraits improbables. Ah là là, non mais voilà. Et je n'étais pas au courant. Non, ça, je l'annonce. Quasiment personne n'est au courant de la liste des portraits. C'est le seul que je donnerai. D'accord. Oh là, le mystère reste entier. Oh bah, faut se ménager la surprise de. Tu vois, c'est intéressant cette notion de format court. À la télévision, on en a eu un certain nombre de formats courts. Même avant Kaamelott, il y avait qui a évidemment changé la destinée de plus d'un.
c'est bien de le dire. Oui, parce que, voilà. On n'aurait jamais pensé que Laurent Arthur revienne à ce point-là à la mode. Mais voilà, c'était un format court. Puis, pour finir de raconter cette histoire, il est passé à un format d'une demi-heure, et puis maintenant il sort des films au cinéma. Mais le format court, c'est son format initial. La semaine dernière, dis-je une bêtise, non, je crois, on recevait Raphaël Crouza, donc qui dirige Ogmios Édition, petite maison d'édition qui fait surtout de la littérature fantastique, et qui nous disait qu'il y avait un retour général, en fait, vers le format court, une sorte comment dire, de création qui tient, enfin, qu'on peut littérairement euh, s'approprier. Alors pour les formats vraiment les plus courts, les nouvelles en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et pour des formats courts de romans, le temps d'un film, c'est-à-dire 1h30, 2 heures de lecture, grand maximum, histoire de prendre le bouquin et puis de le finir le soir même, en fait. Voilà. Et mon esprit transversal ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les formats courts qui ont été proposés pour le festival. Est-ce que tu penses que ce soit par épisode ou pas, il y a une sorte d'avenir, de renouveau du format court? Est-ce que parce que bon, on pourrait trouver plein de bonnes raisons de faire du format court, c'est vite fait, c'est dans un monde hyperactif où on a toujours autre chose à faire, c'est plus pratique, mais ça a quand même un certain nombre de contraintes qui propulsent la créativité. Moi, j'ai l'intime conviction, depuis la discussion à ce propos-là avec Raphaël, lors de la précédente émission, qu'en fait, c'est presque une évidence, le format court doit revenir à la mode. Est-ce que tu as une opinion à ce sujet-là? Moi, en fait, ça fait bizarre de dire ça, c'est ma vie, le format court. Je suis, pour l'instant, pour différentes raisons, incapable d'écrire un roman. Par contre, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, et notamment de la micro-nouvelle, format dans lequel je suis très à l'aise. Je m'amuse énormément avec. J'ai même l'année dernière, dans le cadre du festival, proposé un atelier d'écriture de micro-fiction. Et coïncidemment, alors c'est pas une règle sacro-sainte, c'est plus une généralité tacite. Le renouveau du podcast privilégie en fiction le format court. Parce que, comme tu l'as dit, on vit dans une société qui est de plus en plus pressée, qui n'a le temps de rien, etc. Et donc, c'est toujours plus sympa de se dire que quand on prend le bus entre 3-4 arrêts, on peut écouter une histoire courte, sympa, avec une chute. Ou un feuilleton en plusieurs épisodes. Et tous les podcasts auxquels j'ai pu m'intéresser, ou avec les créateurs desquels j'ai pu discuter, sont dans cette mouvance-là. D'accord. Donc il se passe vraiment... Si je peux rajouter quelque chose, pendant le confinement, justement, j'ai essayé tous les jours de faire un live. Bon, ma connexion étant ce qu'elle est, c'était très pixelisé, mais il est hébergé ce soir pour être avec nous. Il est allé profiter de la gentillesse d'une amie qui l'héberge pour que ce soit pas trop. Voilà. Donc, et donc en fait, chaque jour, je lisais une page d'une nouvelle, une enquête que notre cher écrivain avait fait pour le Festival du Polar de l'Île-sur-Tarn l'année dernière. Mais en fait, c'était chaque jour un épisode. Et en fait, les gens demandaient, mais vraiment me demandaient à quelle heure est-ce que tu feras, etc. Donc, effectivement, le court épisode, c'est quelque chose que les gens aiment de plus en plus, exactement pour ce que tu as dit. Et puis aussi, ça fait vraiment quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, mais aussi qui reste ancré quelque part, parce que le fait d'écouter quelque chose n'a pas besoin que ce soit trop long, parce qu'après, l'esprit vagabonde, mais on a le temps de capter juste la petite histoire, et puis ça y est, c'est fini.
Moi, à titre personnel, en audio en tout cas, c'est pas du tout le cas en littérature ou en audiovisuel, pour le film ou la série. Pour l'audio en tout cas, je n'arrive pas à rester concentré suffisamment Mm. dans une histoire trop longue. Mm. Donc, D'accord. soit par épisode, c'est très bien, soit des petits one-shots comme ça, des petites fulgurances, ça, je suis très très friand. Moi, ça m'évoque deux choses. D'abord que nos amis de Graenroth qui vont être présents sur le festival, ils ont plusieurs fers au feu et ils font aussi des résidences radiophoniques. Ils en ont fait une à la fin du mois dernier, ici à Radio Grenouille à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai. Ils ont produit un live, un conte viking en live, avec instruments. Ils ont régalé toute la friche parce qu'ils l'ont fait en costume, alors que c'était radiophonique. Et donc, ça a été un spectacle pour les gens de la radio, les enfants qui attendaient leur tour pour faire leur live, ceux qui venaient d'en sortir, etc. Parce que c'est une radio très populaire, Radio Grenouille. Il y a beaucoup de gens qui participent avec le cœur. Et ça m'évoque ça, c'est qu'en fait, le conte, c'est pas un format très long, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas possible. Non, et non. même le conte des Mille et Une Nuits, c'est censé, soi-disant, hein, mais c'est Mille et Une histoires. C'est chaque soir, on repousse la mort en racontant une histoire. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est que parmi mes deux, trois auteurs préférés, il y a un certain Borges, donc Jorge Luis Borges, donc Borges pour les non hispanisants, qui en fait est un novelliste argentin. Qui est décédé il y a quelques années, une dizaine d'années, et un peu plus peut-être, je ne sais plus. Pour moi, il est toujours vivant parce que je lis plusieurs de ses bouquins chaque année. Mais cet homme-là a acquis une envergure internationale. Il était philosophe, mais il écrivait des nouvelles fantastiques pour parler de philosophie, et il n'a jamais écrit le moindre roman. Jamais. Il a écrit des préfaces pour des bouquins, des préfaces qu'on ne lui avait pas demandé, et il a fait donc des recueils de préfaces. Il a imaginé, il a fait il a produit des recueils de nouvelles. Il a écrit dans des journaux par épisode, comme Umberto Eco le fera aussi un peu plus tard. Et c'est étonnant parce qu'en fait, par rapport à la fulgurance, c'est le mot que tu as utilisé, hein, il y a une idée d'une certaine forme d'énergie dans le format court. Et c'est pas un détail. C'est pas un détail, c'est qu'on le prenne comme un starter, qu'on le prenne comme quelque chose de revigorant, qu'on le prenne comme quelque chose qui remonte le moral, qu'on le prenne, peu importe, mais il y a une puissance dans la création courte. Moi, par exemple, ça fait un moment que je dis à notre ami Blue Millennium que de temps en temps, ce serait cool qu'il passe beaucoup plus de temps sur une illustration. Mais d'un autre côté, je suis toujours soufflé par l'énergie qui se dégage d'illustration qui lui réussit, comme les deux qui viennent produire, à faire en quelques minutes. Et on est face à le mot fulgurance, il est parfait. On est face à quelque chose qui n'a pas d'égal en matière de création. Même s'il est sociologiquement reconnu que c'est le roman qui change le plus la société dans les tentatives artistiques. Quoi qu'il en soit, l'énergie la plus transmissible, c'est le carburant le plus universel, à mon avis, il est dans le format court. Mais voilà, à la NDPO, on y travaille aussi. C'est un vaste débat de toute manière. On réfléchit. Mais je ne désespère pas de faire une émission à caractère philosophique un jour. Ce ne sera pas Rêve de jeu, ça s'appellera sans doute autrement, mais on finira par faire notre petite causerie littéraire où on ne citera pas forcément 10 000 auteurs en référence, mais où on parlera de la façon dont on produit, pourquoi, comment, et voilà. Parce que là où, quand un roman commence à être vendu en 17 tomes, je me suis souvent arrêté avant, et parce que j'ai l'impression que l'auteur a perdu son pourquoi. Autant dans un texte court, le pourquoi de l'auteur, c'est une évidence.
Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quand même plutôt le pourquoi qui fait réfléchir. Voilà. Puis on peut pas tricher, on est obligé de fournir l'essence de l'histoire, mais pour que ça fonctionne sur un format court, tu n'as pas le temps de mettre de fioritures. C'est justement c'est pour moi un exercice. Avec toute la modestie que je peux puiser, l'écriture de textes courts de micro-fiction, pour moi, c'est les gymnopédies de Satie. C'est de l'entraînement, c'est de l'exercice. C'est de l'exercice. Je vais encore citer mon vieux maître Parvise qui disait pour écrire, il faut d'abord commencer par écrire. En général, quand j'ai un texte de longue haleine, avant, j'écris autre chose. À chaque fois que je m'y remets, avant, j'écris autre chose. Mais c'est pour ça que je parlais de l'atelier d'écriture. Je vais essayer d'en refaire cette année. L'écriture de microfiction, pour moi, ça a quelque chose de génial parce que ça permet de prouver que n'importe qui peut écrire. En comprenant la mécanique, en allant directement à l'essentiel, on peut écrire une histoire très facilement. Et ça, c'est génial. Ouais. Et alors, as-tu presque fini, Stano? Oui, presque. Il y a aussi les contraintes techniques de l'époque, parce qu'on parlait tout à l'heure du train, etc. Mais il y a aussi tout simplement, quand on conduit une voiture, au lieu d'écouter une radio, on met un podcast, le temps du trajet, on écoute l'histoire, impeccable. D'ailleurs, je peux le dire puisque j'ai écouté tes podcasts, Vincent, plusieurs fois en voiture. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont je peux parler en expérience vécue et c'est super intéressant. D'ailleurs, il faut poser le téléphone, hein, on est bien d'accord, attention, hein, c'est du podcast. Oui, parce que forcément, oui, c'est intéressant. Non, mais le fait que… Avec les nouvelles technologies, on peut le faire, on connecte le téléphone et du coup, c'est excellent. Et la voiture te raconte pendant que tu… C'est ça. Et puis, en fouillant un petit peu, tous les podcasts sont téléchargeables normalement. Oui. Ouais. Et donc, on peut les mettre sur une clé et se les écouter vraiment où on veut. D'ailleurs, j'ai mis le lien de sa page Facebook. Je reviens un instant sur Cécile Duquesne, qui est donc auteure jeunesse, mais pas que, sur le festival, et qui a aussi une école d'écriture. Qu'elle tient en ligne, notamment, elle fait des masterclass, donc elle produit des masterclass par podcast, avec des découpages thématiques ou chronologiques sur une quinzaine de minutes, et c'est intéressant. Elle a d'ailleurs un succès qu'elle-même, quand on en discute, qu'elle a trouvé inattendu, étonnant, et du coup c'est devenu une activité supplémentaire qui l'occupe bien. Et si jamais vous vous intéressez à Cécile Duquesne, waouh, profitez. Une coffee girl steampunk, bien sûr. Pas si c'est net. Oui, ça y est. J'ai mis en grand parce que c'était difficile à discerner à taille. Yes. Je la posterai, je pense, dès que je peux sur la page Facebook pour qu'on voit un peu mieux. D'accord. Juste pour ajouter, pour ceux que ça intéresse, Cécile Duquesne propose une newsletter quotidienne sur l'écriture qui est absolument passionnante. Je la reçois d'ailleurs. Moi aussi. J'ai du retard parce que j'arrive pas à la lire à chaque fois, mais non, moi c'est pareil. Je la reçois. J'ai fait exprès de la recevoir. Que dire d'autre? Écoutez, les amis, on approche l'heure d'émission. Je crois que tout le monde a compris qu'on est content d'y retourner au Festival de l'Imaginaire. Ça fait du bien de retrouver des amis auteurs, animateurs et artisans. Je pense que c'est le bon moment pour dire quand même que le festival doit son existence de nos jours au travail. Ils ont chacun leur équipe, mais ils sont quand même deux à être les deux locomotives de ce train magnifique. Donc Marie-Pauline Miralles, donc Marie-Pauline, nous te saluons bien, et Georges Fauveau. Donc Georges,
Voilà, nous sommes à votre disposition et nous sommes au service du Festival de l'Imaginaire. On va s'y retrouver. Je vous propose qu'on ne fasse pas des longueurs. Je vais vous rendre la parole une dernière fois, les amis, si vous avez envie de parler d'autre chose ou si vous avez quelque chose à dire en cette fin d'émission. Et puis, je saluerai tout le monde pour nous. Vincent? Bah moi, pour rester dans l'audio et faire un petit peu d'auto-promo, je voudrais proposer la visite d'un site assez particulier qui s'appelle les Archives de l'Insondable. Alors, je mets le lien hop, dans la conversation, qui est un podcast, toujours, mais là, cette fois, je suis loin d'être tout seul. On est 3. Il y a mon co-auteur, Olivier Gechter. D'ailleurs, allez voir ses bouquins, ils sont géniaux. Et Dimitri Régnier, qui est le metteur en son et la voix des archives. Et le principe du podcast, c'est de raconter ce qu'on appelle des petits faits extraordinaires, c'est-à-dire des événements qui sont vraiment extraordinaires, paranormaux, etc., mais qui se déroulent d'une certaine manière que personne ne peut jamais en avoir entendu parler. Voilà. Donc, c'est de l'humour absurde, on est très très flatté, mais on nous a dit que c'était pas très loin de des proches quelque part. Et voilà, on en est très fiers parce que on en est à la 2e saison, c'est la 2e année d'existence en format audio, ça existait à l'écrit avant. Et voilà, on a une jolie petite série qui nous plaît bien, qui nous amuse beaucoup à écrire et qui apparemment amuse beaucoup nos auditeurs. Donc, d'accord. Si vous ne connaissez pas. Rappelle le titre. Les Archives de l'Insondable. D'accord, et donc on a le lien là que tu viens de mettre dans la conversation. Vous pouvez également écouter, si je ne dis pas de bêtises, sur l'excellent site Podcastix. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas. 9 ans que j'attends. D'accord. On va pas relancer l'émission parce que quelqu'un arrive en commentaire. Merci de nous rejoindre, c'est très chouette. Mais oui, il y a un festival. Oui, il y a un festival de l'imaginaire du Pays d'Aix. Donc, pour réussir à finir, Stanou, à toi la parole. Oui, alors tout d'abord, faut aussi, tu l'as dit, mais quand même aussi remercier et mettre en avant toute l'équipe, parce que toute l'équipe participe, se costume et fait des animations en permanence autour du festival. Et ça, c'est vraiment à souligner. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre implication. On est reçu aux petits oignons. Ça, il faut le souligner, vraiment aux petits oignons. C'est un régal. Alors, tout le monde. Toi, tu es pistonné, tu es reçu avec les auteurs, tout ça. Je suis légèrement jaloux. Et donc, au niveau de mon actualité, il y en a pas mal, mais notamment, je vous le mets ici en exclusivité, une illustration qui apparaîtra dans mon calendrier 221 Baker Street, forcément. Donc, dédié à Sherlock Holmes et son univers pour le calendrier de 2021. Donc, vous avez en exclusivité une illustration qui paraîtra. Tu commences tôt la préparation du calendrier de l'année prochaine. Oh, ça va être bien. Oh, ça va être bien. Donc, si tout va bien, il y aura au moins des échantillons que les gens pourront retrouver au moment du festival. Ah oui, parce que du coup, pour pouvoir le commander. Ah, bien. Voilà. Très bien. Donc, on peut s'attendre à voir les 12-13 illustrations du calendrier de l'année prochaine aussi, une partie d'entre elles sur le stand lors du festival de Lambesc. Bon, les amis. C'est un improbable calendrier. S'il y a 13 illustrations, ça veut dire qu'il y a 13 mois. J'offre toujours le premier mois de l'année qui suit. Comme ça, on a toujours un mois d'avance. Voilà. Ou alors, un de ces 4, il faudra faire un calendrier lunaire, peut-être. Donc, allez, ça va. Improbable, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, selon la thématique du dit calendrier. Donc, Vincent, Stanou, vous pouvez les retrouver
au Festival de l'Imaginaire donc cette année. Vous pouvez les retrouver via les liens qu'on a postés. Je crois qu'on a oublié de donner le tien, c'est à nous. Donc ça va. Oh là là, voilà. Mais je vais leur dire. Donc cherchez Blue Millennium Artist sur Facebook et puis Blue Millennium. Sur Facebook, c'est Blue Millennium. Sur Facebook. Merci les amis d'avoir assuré l'émission avec moi. Je suis très honoré de vous savoir dans les parages quand la nef des premiers hommes participe au festival. Merci, merci beaucoup. On réitère nos remerciements à Marie-Pauline et Georges qui sont les deux capitaines qui emmènent ce navire depuis un certain temps. Et on se retrouve donc en ce qui nous concerne la semaine prochaine, les amis, pour discuter à nouveau plus strictement de jeux de rôle, puisque vous savez que ce format d'émission, c'est une spéciale une fois par mois sur un événement geek, un événement de culture geek ou un festival. Et donc la semaine prochaine, on va parler de Gobelins qui s'en dédie, GQD, qui est sorti à l'occasion d'un crowdfunding réussi cette année et qui, pour une fois, comment dire, en matière de crowdfunding, est arrivé dans les demeures des backers 3 mois après le crowdfunding seulement. Bon, il y a eu un peu le confinement au milieu qui a rajouté, mais c'est assez rare pour le souligner et donc nous serons en présence de l'auteur d'un des auteurs et de l'illustrateur au moins, nous verrons bien la semaine prochaine, donc ce sera le 19 juillet. Les amis, encore merci. Merci à toi. Bientôt, on se retrouve. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous d'avoir assisté à l'émission. Elle est en rediffusion pendant une semaine sur Twitch et ensuite on vous la postera sur la chaîne YouTube de Le Geek Mag. Une bonne soirée à tous et merci infiniment de nous avoir regardés. Ciao, merci, bonne soirée. Ciao.